S'il y a bien un mot que j'ai appris à connaître et dont j'ai découvert toute l'importance en allant à la rencontre des aidantes et des aidants qui ont accepté de participer à cette série, c'est le mot répit. Tous et toutes l'ont évoqué au fil de nos échanges. Ce répit nécessaire, indispensable, pour se reposer, prendre soin de soi et être ainsi en mesure d'accompagner au mieux son proche aidé. Mais quelle forme peut-il prendre ? Quelles solutions existent pour permettre aux aidantes et aux aidants de se ressourcer ? Pour en parler, je suis allée à la rencontre de Corinne. Corinne est devenue aidante de son conjoint atteint de la maladie de Parkinson il y a 10 ans. Depuis cette date, elle a vu la maladie s'immiscer progressivement dans leur vie jusqu'à bouleverser tous les aspects de leur quotidien. Mais malgré les difficultés, Corinne a tout mis en œuvre pour qu'ils continuent à partager des moments de joie et de complicité. Je suis Emmanuelle Miux, bienvenue dans le 10e épisode d'À chaque instant, un podcast produit par AG2R La Mondiale. Corinne, est-ce que pour commencer notre échange, vous pouvez me raconter depuis quand vous êtes devenue aidante ? Eh bien, écoutez, je suis devenue aidante de mon conjoint il y a une bonne dizaine d'années, lorsque la maladie de Parkinson est entrée dans notre vie. Et je suis vraiment aidante en soutien à la fois physique, psychologique, depuis 5 ans. Est-ce que ça a été une évidence de prendre ce rôle ? Oui, ça a été une évidence. Bon, c'est vrai aussi que la maladie, tout doucement, s'accentue. Donc, au début, vous faites des choses qui vous paraissent naturelles. Prendre certaines décisions au niveau de la maison, sortir les poubelles, organiser des séjours. Après, vient le moment où il faut vraiment aider l'être aimé. C'est-à-dire qu'il faut l'aider dans sa toilette, il faut l'aider dans la prise de médicaments, il faut l'aider dans les horaires. Lorsqu'il chute dans des endroits improbables, par exemple, moi je vois à la maison, ça pouvait être dans le jardin, derrière les haies. Donc ça m'est arrivé une fois de chercher très très longtemps après Alain. Je savais pas où il était. En fait, il était tombé derrière une haie. C'est aussi, je me souviens, je me promenais avec Alain sur le port, parce qu'on habite donc une ville côtière. À un moment, je me retourne et je vois plus Alain. Et il m'a fallu plus de 2 heures, 2 heures et demie pour le retrouver. Donc avec l'aide des pompiers, de la gendarmerie. C'est des moments qui sont très difficiles. Avec du recul, maintenant, j'en souris un petit peu parce qu'on vivait encore bien. Jusqu'au jour où, comme aujourd'hui, Alain, en fait, est dans un lit d'hôpital. Donc, en fait, c'est une maladie qui est vraiment, vraiment dans le temps très usante. Est-ce que malgré la fatigue et l'usure dont vous parliez, on arrive à préserver des moments heureux, des moments de complicité ? Ah oui, bien sûr, parce que, comment vous expliquer, il y a une complicité qui s'est instaurée entre nous deux. Pas forcément par la parole. Bon, déjà, à l'origine, Alain était très, très discret, très, très secret. La communication verbale n'était pas son fort. Mais entre nous, la communication intuitive, le fait de se regarder, de sourire et de s'envoyer un clin d'œil sur des situations, ça a perduré longtemps. Donc ça, après, on aimait beaucoup voyager. Il y a encore 1 an, on voyageait, forcément plus aussi loin que ce qu'on avait pu faire auparavant, plus dans les mêmes conditions. Puisqu'il y a 1 an, Alain était déjà en fauteuil roulant. Mais ça nous a pas empêché de prendre l'avion, d'aller au bord de mer. Aussi, par exemple, d'aller à la piscine régulièrement. Alain, il y a encore 1 an, faisait du sport avec une association qui venait à la maison. Oui, on a gardé quand même une vie active. Et je pense que cette vie active, cette vie de plaisir par moment, de petits plaisirs, aller dans des restaurants qui acceptent la différence, ça aussi, c'est pas facile. Mais bon, on arrive, on trouve quand on connaît. Puis il y a des gens qui deviennent très très gentils parce que vous allez régulièrement, ils connaissent votre situation et vous êtes bien reçus. On a encore des moments de plaisir. Et puis il y a des moments de grande détresse, vraiment, vraiment, vraiment de grande détresse. Mais on peut trouver ce qu'on appelle le répit, par moment. À 2 ou séparément, pendant quelques heures ou quelques jours, en famille ou avec des amis, chez soi ou à l'extérieur, ce répit peut prendre de multiples formes que Corinne me détaille.
Il y a le répit que vous pouvez trouver sur certaines structures. Bon, moi, je sais que par exemple, il existe des répits en EHPAD. Hein, si vous voulez vous retrouver en tant qu'aidant ou aidante, voilà, à un moment un peu plus seul, avoir des activités qui vous ressemblent plus. Hein, ça, c'est possible. Après, personnellement, j'en ai jamais fait le choix parce que voilà, c'est vrai, avec quelques difficultés à se retrouver comme ça dans des structures très très longtemps. Après, ce que j'ai trouvé, c'est des associations qui organisent des séjours de répit aidant aidé. Donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose de bien organisé, bien structuré. Ensuite, vous avez les accueils de jour. Là aussi, j'ai pu tester avec Alain certains endroits où il y a des accueils de jour à la journée, à la demi-journée. Et puis après, vous avez des multitudes de petits répits que vous pouvez vous organiser dans votre vie de tous les jours. Alors pour moi, ça pouvait être, aller planter quelques fleurs dans mon jardin. Et puis que j'ai pu faire pendant longtemps, j'essaie encore de continuer malgré des moments difficiles en ce moment, c'est d'écrire au jour le jour ou quelquefois au jour le jour c'est compliqué, mais tout au moins à la semaine, quelquefois au mois, ce que vous avez vécu. Essayez de le coucher sur le papier parce qu'en fait, on oublie beaucoup de choses. Et le fait de temps en temps de pouvoir me poser et me dire tiens, à tel moment, Alain et moi faisions ça, est-ce qu'on le fait encore? Est-ce qu'on ne pourrait pas à nouveau le faire? Est-ce que la situation se dégrade beaucoup et ma foi, je vois que ça devient de plus en plus difficile, qu'il faut peut-être prendre d'autres dispositions. Bon, moi, le fait d'écrire, ça m'aide beaucoup, en fait. Ça fait partie de mon répit. Pour qui écrivez-vous? J'écris déjà dans un premier temps pour Alain et moi, puisque voilà, c'est notre histoire. Pour moi, ne pas oublier tout ce qui peut se passer, tout ce qui a pu se passer, pour voir la façon dont a évolué notre vie, la maladie d'Alain. Ça me permet de mettre des jalons tout au long de cette maladie. Et puis j'écris pour mes petits-enfants. Pour eux, parce que en fait, nos petits-enfants, ce ne sont pas les miens, ce sont nos petits-enfants. En fait, je veux qu'ils sachent comment était leur grand-père tout au long de cette maladie lourde, comment elle a évolué, comment on a fait. Peut-être à un moment de leur vie les aider aussi, parce que apprendre ce qui s'est passé, comment on a agi, peut-être que ça leur donnera de la force et des idées pour leur futur. Et aussi pour notre fils, parce que c'est vrai que il n'a pas toujours pu savoir tout ce qui s'est passé, parce qu'on a tendance à cacher quand même les choses. On ne veut pas forcément rendre malheureux nos enfants. Savoir aussi quelles ont été les difficultés, mais aussi les joies, parce qu'il y a quand même eu des grands moments de joie. Tout ça, c'est important et il faut qu'à un moment, ils sachent que leur grand-père n'a pas forcément aussi toujours été malade, qu'il pilotait des motos, qu'il faisait du karaté, qu'il avait un caractère aussi entier. Voilà. En fait, lorsque la maladie est annoncée, c'est pas pour autant terminé. C'est-à-dire que depuis 10 ans, on a vécu à notre manière. On a fait plein de choses, peut-être différemment. Et puis on a rencontré d'autres personnes. Il faut savoir que c'est riche, en fait, en rencontre aussi le fait d'avoir besoin, ne serait-ce que par exemple des infirmières, des aides-soignants, des kinés, des orthophonistes, de tout ce personnel qui finalement se dévoue, aide l'aider, mais aide l'aidant également. Alors oui, nous sommes des amoureux du Portugal. Voilà, ça fait très très longtemps. On a une famille de cœur là-bas, donc on y va très souvent. Donc, écoutez, avant, on y allait en moto.
On y est allé en sidecar, on y est allé en camping-car, on y est allé en voiture. Et on avait dit jamais en avion, on aime trop la route. Et ben oui, on a pris l'avion et on a pu continuer à voyager à l'étranger, mais aussi alors forcément sur des endroits plutôt connus où je savais que j'allais pas avoir des difficultés d'organisation ou des difficultés de compréhension, voilà, et pas forcément très loin. Après, on s'est organisé aussi sur la France. Il faut pas hésiter en fait à demander aux gens, à solliciter dans certaines situations, parce que finalement, on s'aperçoit que les gens n'osent pas forcément vous aider. Il faut quelquefois demander. Alors, c'est pas facile de toujours demander, mais il faut quand même aller vers les autres. Est-ce que vous avez l'impression que cette expérience d'aidante vous a changé ? Oui, profondément. Déjà, on ne s'attache plus aux mêmes valeurs en fait. Voilà, des petites choses qui vous contrariaient auparavant parce que le volet était pas repeint. Enfin, franchement, tout ça, vous laissez tomber. En ce qui me concerne, mon conjoint est devenu vraiment plus que l'amour de ma vie. Parce que finalement, qui est l'aidant, qui est l'aidé par moment? Franchement, ça c'est une question que je me suis souvent posée. Je me suis dit par son attitude, par le fait que quelquefois il ne communique plus ou il communique à nouveau, il m'a aidé aussi à devenir encore plus forte dans sa façon d'être. Et le rôle de l'entourage est-il essentiel ? Franchement, l'entourage est essentiel. Chacun à sa manière. Bon, il y a des gens qui vont se faire plus discrets, mais qui vont être là au moment essentiel. Il y a des personnes qui vont être tout le temps présentes parce qu'elles savent que vous avez besoin d'une aide physique, pas forcément seulement psychologique. Pour l'aider, le fait aussi d'avoir autour de lui des personnes qui ne sont pas que du personnel soignant ou que l'époux ou l'épouse. Et je pense que le fait de bien s'entourer, d'avoir de la famille, des amis, ça permet justement de pouvoir se protéger, s'éloigner un petit peu de la personne aidée ou aidante. Et de pouvoir se confier aussi par moments. Il faut vraiment s'entourer. À chaque instant, un podcast produit par AG2R La Mondiale.